Pendant mon enfance, ma famille était comme une goutte d'eau dans une vaste rivière, ne restant jamais au même endroit pour très longtemps. Nous avons vécu en Rhode Island, quand j'avais 8 ans, et nous y sommes restés jusqu'à ce que j'aille au collège, à Colorado Springs. Et la plupart de mes souvenirs sont enracinés à Rhode Island. Mais il y a des fragments dans le grenier de mon cerveau qui appartiennent aux différentes maisons dans lesquelles nous avons vécu, quand j'étais plus jeune. Et la plupart de ces souvenirs ne sont pas clairs et sont inutiles. Moi poursuivant un autre garçon dans la cour d'une maison dans la Caroline du Nord. Moi essayant de construire un radeau qui flotterait sur le ruisseau derrière l'appartement que nous avons loué dans le Pennsylvanie. Mais certains souvenirs restent clairs comme le verre. Comme si c'était hier. Et je me demande souvent si ce ne sont pas que de simples rêves, produits par la maladie dont j'étais atteint ce printemps-là. Mais au fond de mon cœur, je sais qu'ils sont réels. Nous vivions dans une maison juste en dehors de la bruyante métropole de New Vineyard. C'était une grande bâtisse, surtout pour une famille de 3. Il y a un certain nombre de pièces que je n'ai pas visitées durant les 5 mois où nous y avons vécu. Dans un certain sens, c'était du gaspillage d'espace. Mais c'était la seule maison sur le marché qui était à moins d'1 heure du lieu de travail de mon père. Et le jour après mon 5e anniversaire, que j'ai fêté seul avec mes parents, la fièvre s'est emparée de moi. Le médecin a dit que j'avais une mononucléose infectieuse, ce qui signifiait beaucoup de repos et encore de la fièvre pour encore au moins 3 semaines. Ce n'était vraiment pas le moment de rester au lit. Nous procédions à l'emballage de nos affaires pour déménager en Pennsylvanie, et la plupart de mes choses étaient déjà emballées dans les boîtes, laissant ma chambre vide. Ma mère m'apportait de la boisson gazeuse et des livres plusieurs fois par jour. Ces derniers servent en tant que ma principale source de divertissement pour les prochaines semaines. L'ennui rôdait toujours dans le coin, attendant de montrer son affreux visage. Et je ne me rappelle pas exactement comment j'ai rencontré Monsieur Grandebouche. Je pense que c'était environ 1 semaine après que j'ai été diagnostiqué. Mon premier souvenir de la petite créature est moi lui demandant si elle avait un nom. Et il m'a dit de l'appeler Monsieur Grandebouche, parce que sa bouche était grande. En fait, tout sur lui était grand en comparaison à son corps. Sa tête, ses yeux, ses oreilles. Mais sa bouche était sans doute la plus grande. « Tu ressembles à Furby ?» ai-je dit alors qu'il tournait la page d'un de mes livres. Monsieur Grandebouche m'a envoyé un regard perplexe. « Furby ? C'est quoi un Furby ?»« Tu sais, le jouet, le petit robot avec des grandes oreilles. Tu peux le caresser et le nourrir comme un vrai animal. » Et Monsieur Grandebouche a continué de tourner les pages de mon livre. Je me souviens que Monsieur Grandebouche disparaissait à chaque fois que ma mère venait me rendre visite. « Je suis sous le lit. Je ne veux pas que tes parents me voient. J'ai peur qu'ils nous empêchent de jouer ensemble. » Et nous n'avons pas fait grand-chose durant les premiers jours. Monsieur Grandebouche a juste regardé les livres, fasciné par les histoires et les images qui s'y trouvaient. Le 3e ou 4e jour, après notre rencontre, il m'a accueilli avec un grand sourire. « J'ai un nouveau jeu auquel nous pouvons jouer. Nous devons attendre que ta mère soit venue, parce qu'elle ne peut pas nous voir jouer. C'est un jeu secret. » Et après que ma mère soit venue me donner un livre et du soda, comme d'habitude, Monsieur Grandebouche est sorti de sa cachette et m'a pris par la main. « Nous devons aller dans la pièce au bout du corridor. » J'ai refusé puisque mes parents m'ont interdit de sortir du lit sans leur permission. Mais Monsieur Grandebouche a insisté jusqu'à ce que j'accepte. La pièce en question n'avait ni meubles, ni papier peint. La seule caractéristique distincte était une fenêtre sur le mur en face de la porte. Monsieur Grandebouche s'y est précipité et lui a donné une poussée ferme, l'ouvrant, et il m'a donc demandé de regarder en bas. Nous étions au 2e étage de la maison, mais elle était sur une falaise, donc le précipice était plus haut que 2 étages, dû à l'inclinaison. « J'aime jouer à faire semblant ici, » a expliqué Monsieur Grandebouche. « Je m'imagine qu'il y a un grand trampoline sous cette fenêtre, et je saute. Et si tu y penses assez fort, tu rebondiras comme une plume. Je veux que tu essayes. » J'étais un garçon de 5 ans qui avait de la fièvre, alors un seul flash de scepticisme a traversé mon esprit, alors que je regardais en bas en considérant la possibilité. « C'est haut ?» ai-je dit. « Mais c'est ce qui est amusant. Ça ne serait pas amusant si ça n'était pas haut. » J'aimais bien l'idée, m'imaginant tomber dans le vide, pour ensuite rebondir sur quelque chose d'invisible, mais le réaliste en moi a pris le dessus. Peut-être une autre fois. Je ne sais pas si j'ai assez d'imagination, je pourrais me faire mal. Le visage de Monsieur Grandebouche a pris une allure féroce, mais seulement pendant un instant. La colère a laissé place à la déception. « Si tu le dis. » Et il a passé le restant de la journée sous mon lit, silencieux comme une souris. Et le matin suivant, Monsieur Grandebouche est arrivé en tenant une petite boîte. « Je veux t'apprendre à jongler. Voici quelques trucs avec lesquels tu peux t'entraîner avant que je te donne des leçons. » Et j'ai regardé dans la boîte. Elle était pleine de couteaux. « Mes parents vont me tuer !»
Horrifié que M. Grandebouche ait apporté des couteaux dans ma chambre, objet que mes parents ne me laisseraient jamais toucher, M. Grandebouche a froncé les sourcils. « C'est amusant de jongler avec. Je veux que tu essaies. » J'ai repoussé la boîte. « Je ne peux pas, j'aurai des problèmes, et les couteaux sont trop dangereux pour être simplement lancés dans les airs. » M. Grandebouche a froncé les sourcils de plus belle. Et il a pris la boîte de couteaux et s'est glissé sous mon lit. Et il y restait toute la journée. J'ai commencé à me demander combien de temps il restait sous moi. Et j'ai ensuite commencé à avoir de la difficulté à dormir. M. Grandebouche me réveillait souvent la nuit, me disant qu'il a mis un vrai trampoline sous la fenêtre, un grand, un que je ne pouvais pas voir dans la noirceur. Et je refaisais toujours, et essayais de me rendormir. Mais M. Grandebouche insistait. Et parfois il restait près de moi jusque tôt le matin, m'encourageant à sauter. Ce n'était plus amusant de jouer avec lui. Ma mère est venue un matin pour me dire que j'avais la permission de sortir me promener à l'extérieur, et elle a pensé qu'un peu d'air frais me ferait du bien. Surtout après avoir été confiné dans ma chambre pendant si longtemps. Tout excité, j'ai mis mes baskets et ai trotté sur le porche arrière, désirant sentir les rayons du soleil sur mon visage. Monsieur Grandebouche m'attendait. « Il y a quelque chose que je veux que tu vois. » J'ai dû le regarder bizarrement parce qu'il a ensuite dit « Il n'y a pas de danger, je te le promets. » Je l'ai suivi à l'entrée d'un sentier qui allait dans les bois derrière la maison. « C'est un chemin important. J'ai eu beaucoup d'amis de ton âge, et quand ils étaient prêts, je les amenais à l'autre bout du sentier, à un endroit spécial. Mais tu n'es pas encore prêt, mais un jour, j'espère que je pourrai t'y amener. » Je revenais à la maison tout en me demandant quel genre d'endroit était au bout de ce sentier. Et 2 semaines après notre rencontre, le dernier chargement de nos choses a été installé dans un camion. Je serai dans la cabine de ce camion, assis à côté de mon père pour le long voyage jusqu'en Pennsylvanie. J'ai pensé à dire à M. Grandebouche que j'allais m'en aller. Mais même à 5 ans, je me doutais que ses intentions n'étaient pas pour mon bien, même s'il disait le contraire. Et pour cette raison, j'ai décidé de garder secrète la nouvelle de mon départ. Et mon père et moi-même étions dans le camion. Il espérait se rendre en Pennsylvanie vers l'heure du dîner. Mon père et moi étions tous les deux dans le camion. Et il avait plus l'air d'un homme qui allait courir un marathon, plutôt que quelqu'un qui allait rester assis pendant 2 jours sans bouger. J'espérais pouvoir dormir un peu, avant que le soleil ne se lève. Et j'ai ouvert mes yeux alors que nous sortions du stationnement. Et j'ai vu la silhouette de Monsieur Grandebouche dans la fenêtre de ma chambre. Et il s'est tenu immobile jusqu'à ce que le camion soit dans la rue. Et il m'a fait un signe de la main, tenant un couteau à viande dans l'autre. Je l'ai ignoré. Et des années plus tard, je suis revenu à New Vineyard. La terre sur laquelle notre maison se tenait était vide, excepté la fondation de la maison, qui avait pris feu quelques années après que ma famille soit partie. Avec curiosité, j'ai suivi le sentier que m'avait montré M. Grandebouche. Une partie de moi-même s'attendait à ce qu'il saute de derrière un arbre pour me faire la peur de ma vie. Mais j'ai senti qu'il était parti, attaché à la maison qui n'existait plus. Le sentier menait à un cimetière, et j'ai remarqué que plusieurs tombes appartenaient à des enfants.